Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Ce vendredi 24 mars, des inspecteurs et auditeurs de l'Inspection générale d'État ont prêté serment devant le président de la Cour des comptes. En présence du vice-président Temoko Mellet Kone, ils se sont engagés à mener efficacement toutes les missions d'audit et d'inspection pour la promotion de la bonne gouvernance. Le Premier ministre Patrick Kachi vient d'inaugurer à Boaké le centre de services civiques du district de la vallée du Bandama. Ce centre a coûté plus d'1 milliard de francs CFA et est bâti sur une superficie de 4 hectares. Sa mission est inculquer aux jeunes la discipline, le respect des règles de vie en société, le respect des institutions de la République. Et c'est une première en Côte d'Ivoire. Le Salon de la Journée internationale des droits de la femme a ouvert ses portes aujourd'hui à Abidjan. À cette tribune d'échange et de promotion des initiatives féminines dans le domaine du digital, la ministre d'État Kandia Camara appelle les femmes à jouer leur partition dans le développement de notre pays. Et les éléphants domptent l'équipe des Comores ce vendredi au stade de la paix de Boaké. La Côte d'Ivoire s'est imposée 3-1 dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Ivoiriens prennent la première place du groupe H avec 7 points au compteur. Soyez les bienvenus sur RTI1. Des inspecteurs et auditeurs de l'Inspection générale d'État ont prêté serment devant le président de la Cour des comptes aujourd'hui à l'auditorium de la primature en présence du vice-président Temoko Mellet Kone. Ils se sont engagés à mener avec efficacité toutes les missions d'audit et d'inspection qui leur seront confiées pour la promotion de la bonne gouvernance, nous rapporte Jérôme Kofi Abolin. L'auditorium de la primature, salle pour la circonstance choisie ce vendredi pour des audiences de prestation de serment. Une cérémonie en présence du vice-président de la République, Temoko Mellet Kone. Tous, ils sont des inspecteurs d'État qui se succèdent pour prêter serment avant la prise officielle de leurs fonctions. Comme le veut la règle, c'est devant la Cour des comptes que se tient cette cérémonie. Mesdames et messieurs les inspecteurs d'État, en vous appelant à ces hautes et prestigieuses fonctions d'État, je peux sans aucun risque de me tromper affirmer que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a non seulement placé en vous une confiance inébranlable, mais aussi et surtout, il a bien voulu vous investir des diverses et exaltantes missions d'auditeur. Le serment que vous venez de prêter est un engagement fort, celui de ne garder à l'esprit que deux choses, la promotion de la bonne gouvernance et l'intérêt supérieur de l'État. Ce sont là deux grands objectifs qui, de jour comme de nuit, doivent rester gravés dans votre esprit et être manifestés dans vos actes quotidiens, professionnels et civils. En somme, vous devez être de bons commis de l'État afin de garantir à notre pays des ressources financières et budgétaires durables. Pour terminer, permettez-moi d'adresser mes remerciements appuyés à M. le vice-président pour sa présence effective à cette audience en dépit de son agenda que nous savons très chargé. Théophile Awandoli est l'inspecteur général d'État. C'est en cette qualité qu'il donne quelques précisions sur la prestation de serment des inspecteurs d'État devant la Cour des comptes. Les textes imposent aux inspecteurs d'État de prêter serment avant de commencer leur travail. Et c'est un peu dans ce sens que nous avons fait cette cérémonie. Il était dit au départ que les inspecteurs prêtaient serment devant la Cour suprême. Compte tenu du fait de la suppression de la Cour suprême, on a dû tarder et trouver une autre solution. Et il y a un nouveau texte qui a été pris et qui dit que maintenant, ils prêtent serment devant la Cour des comptes. Pour la cérémonie de ce jour, 13 inspecteurs d'État sont concernés. C'est visiblement ému qu'ils ont tour à tour sacrifié à la tradition.
À l'intérieur du pays, à Bouaké précisément, le Premier ministre Patrick Achi a inauguré le centre de services civiques du district de la vallée du Bandaman. Ce centre a coûté plus d'1 milliard de francs CFA et est bâti sur une superficie de 4 hectares. Sa mission est d'inculquer aux jeunes la discipline, le respect des règles de vie en société, le respect des institutions de la République. Kader Sogodogo depuis la région de Bouaké. Le Premier ministre Patrick Achi, avec à ses côtés le ministre-gouverneur de la vallée du Bandaman, Jean-Claude Kouassi, et plusieurs membres du gouvernement, dévoilent la stèle du centre de services civiques de Bouaké. Ce centre aura pour mission d'inculquer aux jeunes des valeurs de discipline, de respect des règles de vie, des institutions et des personnes qui les incarnent. Il comporte en son sein un dispositif de formation professionnelle. Salles de classe et dortoirs ont été construits à cet effet. Le budget de l'Office du service civique a été multiplié par 10 en prenant en compte toutes les initiatives nouvelles, notamment la construction des centres de service civique, ce qui traduit éloquemment cette trajectoire que vous voulez donner aux côtés du chef de l'État au service civique dans notre pays. Ce centre que vous allez inaugurer, Monsieur le Premier ministre, a une capacité de 1000 jeunes par an, c'est-à-dire 2 cohortes donc de 500 jeunes. La première cohorte sera accueillie ici dès le 3 avril. Le centre de service civique de Bouaké constitue une aubaine pour la ville et sa jeunesse. Tout a changé à Bouaké. Les routes, l'université, les hôpitaux. L'autoroute est en phase d'achèvement. La traversée de Bouaké, l'A3, est réelle. Le grand marché avec nos amis de l'AFD ouvrira bientôt. L'hôtel de ville est en finition, le stade est fin prêt. Le centre de service civique se dresse devant nous, tout beau, tout neuf. C'est en travaillant que nous serons de réels bénéfices pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors tous ensemble dans la diversité, engageons-nous et engageons-nous avec nos dirigeants pour servir cette Côte d'Ivoire qui se bonifie de jour en jour. D'un coût d'1,2 milliard de francs CFA, il est bâti sur une superficie de 4 hectares. Il est inscrit dans le cadre des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Paris, qui du reste salue la vision du président de la République Alassane Ouattara en matière de jeunesse. La France salue l'annonce du président Alassane Ouattara de faire de la jeunesse la priorité absolue de la Côte d'Ivoire en 2023. La France continuera à vous accompagner dans cette ambition. En faisant le déplacement à Bouaké pour inaugurer ce centre de services civiques, Patrick Achi, Premier ministre et chef du gouvernement, veut marquer tout l'intérêt du gouvernement de se tenir aux côtés de sa jeunesse. Le PJGouv est en marche. Ici, vous pourriez vous lever le matin à 4h ou 5h et faire 20 km avec un sac au dos. On va vous apprendre la morale, on va vous apprendre l'éthique, on va vous apprendre l'amour de la patrie, on va vous apprendre l'engagement, on va vous apprendre à déceler le talent en vous. Parce que chacun en vous a un talent. Et on va vous aider à faire éclore ce talent. Et vous allez le développer. Et cela va vous donner confiance parce que souvent c'est le doute en soi qui fait qu'on ne réussit pas. Mais personne, en sortant d'ici, ne pourra insérer le doute en vous parce que vous ne douterez plus de vous. Le centre de service civique de Bouaké comporte également en son sein une cantine, une infirmerie, des aires de jeu, un forage et un château. Il est le premier d'une série de 14 centres en construction. Voilà, et pas trop loin de Bouaké, à Botro, le Premier ministre Patrick Achi a également lancé les travaux du lycée professionnel sectoriel de formation au métier agricole de Botro. 1 an, 6 mois de travaux, c'est le délai. Et le lycée formant au métier de la mécanisation agricole et production végétale, entre autres, ouvrira ses portes aux apprenants et aux enseignants. Environ 700 jeunes y seront formés par an. C'est le fruit de la coopération ivoiro-française, nous rapporte Franck Quadio. C'était une promesse du chef de l'État lors de la visite d'État de 2013. Dans 18 mois, ce sera une réalité. Découverte de plaques et pose de premières pierres par le Premier ministre Patrick Achi, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. De cette structure germera le futur lycée professionnel sectoriel de formation au métier agricole.
la satisfaction des populations est portée par l'autorité municipale. Une infrastructure dédiée à l'agriculture, mais aussi destinée à absorber une masse de jeunes pas ou peu scolarisés, une aubaine selon le ministre de la formation professionnelle. L'une des particularités du lycée sectoriel de Botro concerne son rayon d'action qui couvrira, en plus de Botro, les régions de Bodokro, de Biomi et de Marabadiassa. En outre, le Mbanama, réservoir d'eau, contribuera à créer un important périmètre vert dont les produits alimenteront Bouaké, la capitale, et toute la région du Béker. Ainsi, comme nous le souhaitons, ce lycée professionnel sectoriel formera les apprenants à une agriculture moderne, intensive et durable, avec une productivité et des rendements élevés, en plus d'une grande diversification des productions. Dans ce schéma, l'école La Deuxième Chance permettra la reconversion de nombreux jeunes à côté de ceux qui sont en formation initiale. Un lycée, fruit du partenariat franco-ivoirien, le pays, déterminé selon son représentant en Côte d'Ivoire, à accompagner la politique nationale en faveur de la jeunesse. La construction du lycée de Botro s'inscrit dans un partenariat de longue durée entre la Côte d'Ivoire et la France. Depuis 2013, le C2D a financé à hauteur de plus de 42 milliards de francs CFA des investissements dans le développement de la formation professionnelle, rénovation, équipement de plus de 20 centres et lycées de formation professionnelle. Ce sont déjà des centaines de formateurs et des milliers de jeunes qui ont bénéficié de ces projets. Une reconnaissance donc à l'État français réaffirmée par le Premier ministre Patrick Achi au nom du président de la République Alassane Ouattara. L'érection de ce lycée est la face visible de la politique hardie du président de la République qui met en priorité l'autonomisation de la jeunesse. Au cours des 3 prochaines années, c'est plus de 1100 milliards qui seront investis dans la jeunesse. Et pour 2023, c'est 360 milliards de francs CFA, dont 260 milliards pour des activités diverses et 100 milliards de francs pour la construction d'infrastructures spécifiques à la jeunesse. En 2023, c'est près d'1 million de jeunes qui vont être concernés à un titre ou à un autre par nos programmes de jeunesse. Et surtout, le territoire, dans toutes nos villes et toutes nos campagnes, programmes qui vont s'accentuer en 2024 et 2025. Chers chefs, chers invités, c'est cela, la Côte d'Ivoire solidaire, voulue par notre président de la République. Une Côte d'Ivoire aux côtés de toute sa jeunesse. Une Côte d'Ivoire qui prépare l'avenir de ses enfants. Plusieurs activités au calendrier du Premier ministre, dont cette visite à Diabo du chantier du futur lycée professionnel multisectoriel. Et les femmes ont leur mot à dire dans le développement de la Côte d'Ivoire. Justement, c'est une première dans notre pays, le salon de la Journée internationale des droits de la femme qui a ouvert ses portes aujourd'hui même au Palais de la Culture de Trècheville. C'est une tribune d'échange et de promotion des initiatives féminines dans le domaine du digital et du numérique. La ministre d'État, Kandia Camara, y était. Serge Kolia. Première édition du Salon de la Journée internationale des droits de la femme. L'événement rassemble la gente féminine dans toutes ses composantes. Femmes leaders, scientifiques, organisations de la société civile, expertes ou encore gendarmes. Un seul objectif, accroître la participation des femmes dans les domaines du numérique et du digital. Je pense vraiment qu'il faut promouvoir cela et continuer à encourager les femmes à surtout utiliser le digital qui nous permet d'entreprendre, qui nous permet de nous moderniser. Dans quelques années, la femme qui ne sera pas impliquée dans ce domaine sera presque une analphabète. L'implication de la femme dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, objet de toutes les attentions gouvernementales, en témoigne la présence de 4 ministres à ce salon. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant situe le contexte et les enjeux. Innovation technologique et digitale, levier d'inclusion sociale et économique de la femme en Côte d'Ivoire.
En retenant ce thème, nous devons comprendre la volonté du gouvernement à briser les barrières et les tabous qui relèguent la femme au second rang dans plusieurs domaines novateurs, dont le digital. Mieux, le message est une volonté ferme du gouvernement de Côte d'Ivoire de montrer que la femme a sa place dans tous les secteurs de développement. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique se tient aux côtés des femmes dans cette quête du savoir-faire technologique. Notre vision à la tête de ce département est de parvenir à l'atteinte de l'objectif zéro papier en 2030 en Côte d'Ivoire. Le déploiement de nos stratégies d'inclusion numérique devra permettre de rehausser le nombre de femmes utilisatrices à près de 47% selon nos estimations. Représentant le vice-président de la République, la ministre d'État Kandia Camara a donné le ton du salon de la Journée internationale des droits de la femme 2023. Chères sœurs, je voudrais vous exhorter à entraîner vos petites sœurs et leur offrir de bons modèles et des opportunités d'avancer. Le mentoring des plus jeunes. Soyez des mentors pour nos jeunes sœurs, pour nos filles. Les femmes leaders, partout où elles sont, doivent s'assurer qu'elles entraînent d'autres leaders de demain derrière elles et qu'elles les épaulent pendant qu'elles sont encore en fonction. Aux hommes, Dieu merci, nous saluons leur présence quand même remarquable. Aux hommes, je voudrais vous inviter, à l'image du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à être une génération égalité, c'est-à-dire des he for she en action, afin que nous ayons une Côte d'Ivoire solidaire, avec des femmes et des hommes qui seront dans leurs domaines respectifs de vrais champions nationaux. Pendant 2 jours, les femmes seront à l'honneur. Les participantes vont s'imprégner des dernières innovations avec à la clé des possibilités de création d'entreprises, panels, partage d'expériences, présentation de projets, expositions, meubles, ce premier salon de la Journée internationale des droits de la femme. Voilà, et les femmes talentueuses ne manquent pas d'idées. La République ne les oublie pas. La 6e vague d'Ivoiriens vivant en Tunisie est arrivée en Côte d'Ivoire. Les ressortissants ivoiriens ont été accueillis par la ministre d'État, Kandia Camara. Et cette 6e vague, constituée de 285 personnes, a regagné Abidjan hier. Angela Diallo, Jean-Marc Gagui. Ils sont au nombre de 285 Ivoiriens arrivés à Abidjan, en provenance de la République de Tunisie. Ces compatriotes proviennent de la 6e vague des Ivoiriens rapatriés du dit pays. Ils sont accueillis à leur descente de l'avion par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. Après les conseils prodigués par la ministre, ils sont enregistrés et invités à s'installer à l'Institut national de la jeunesse et des sports avant de regagner leur domicile. Ils vont être pris en compte par le processus de réinsertion qui a été mis à disposition depuis ici, mais aussi à l'INJS, qui va être suivi à l'intérieur du pays. Donc c'est un appel du chef de l'État, des moyens ont été dégagés conséquents pour qu'ils puissent regagner la mère patrie et participer au développement qui est enclenché depuis quelques années. Au total, ce sont 1051 Ivoiriens qui auront regagné la Côte d'Ivoire. 4 autres vols charters sont attendus dans les prochains jours. C'est une enveloppe d'1 milliard de francs CFA qui a été mise à disposition pour assurer l'assistance à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie, le transport aérien, l'hébergement, la restauration, ainsi qu'un pécule d'accompagnement. Et notez cette date. À compter du 3 mai prochain, la Côte d'Ivoire, notre pays, passera officiellement à la délivrance des certificats phytosanitaires électroniques ou e-phyto via la plateforme en ligne du guichet unique du commerce extérieur de notre pays. L'annonce a été faite par le ministre d'État, Kobena Kwasi Ayoumani, et l'objectif est clair, réduire les pertes de temps, nous rapporte Lansene Bakayoko. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a entrepris de mettre en place le processus de délivrance de certificats phytosanitaires par voie électronique pour les exportations de végétaux au départ de son territoire, question de faciliter les échanges commerciaux. À partir du 3 mai prochain donc, plus de délivrance de certificats phytosanitaires en version papier.
La dématérialisation du processus de délivrance de certificats phytosanitaires devrait offrir comme principaux avantages un gain de temps auquel est associé un gain d'argent pour vous, les acteurs du secteur privé, le renforcement de l'efficacité des services phytosanitaires par la réduction des opérations de saisie et de validation des données, induisant plus de célérité dans le travail. Du coup, fini les fraudes, les falsifications, les risques de détérioration, les pertes de papier, ainsi que le gaspillage de ressources financières dans les frais d'envoi de documents physiques. Toutes ces contraintes de nature à discréditer aussi bien nos exportations que les procédures d'échanges commerciaux vis-à-vis de nos partenaires extérieurs. D'autres initiatives sont toujours en cours avec la Direction de la protection des végétaux, l'administration douanière et le Comité national de facilitation des échanges. Nous espérons avoir le même succès que nous avons enregistré dans le cadre du IFITO. Cette solution contribuera à booster les exportations de produits agricoles en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre du certificat phytosanitaire électronique met tous les acteurs en situation de gagnant-gagnant. Il me plaît de remercier tous les partenaires techniques et financiers et les organisations régionales qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner notre pays à la mise en place du certificat phytosanitaire électronique. Cet outil électronique est logé sur la plateforme en ligne du guichet unique du commerce extérieur en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, qui dispose de nombreuses stations balnéaires, parmi lesquelles celle d'Assini. Cette station balnéaire dispose d'hôtels 5 étoiles et des villas de luxe. Le tout est dans un cadre enchanteur entre lagunes, océans et réserves naturelles. Les visiteurs ne boudent pas leur plaisir. Cependant, une réalité palpable est en train de prendre forme à travers des complexes à faire pâlir d'envie. Il s'agit du coût des réservations. Mais les opérateurs économiques ivoiriens qui participent à l'effort du tourisme misent, eux, sur le luxe. Assini, ou le tourisme balnéaire de luxe, c'est le dossier vide ici proposé ce soir par Patricia Omouitia. Assini Mafia est un village de pêcheurs qui vous accueille avec son charme presque timide et son calme revigorant. Dans ce lieu historique, rendez-vous est pris avec Tata Ella qui tient un restaurant non loin de l'embouchure. Je les invite à venir investir à Assini pour le bon développement d'Assini. Et je crois que ça va faire du bien à Assini aussi, à la population que nous sommes et pour les touristes aussi qui viennent. Dans le village se trouve la cour royale. La chefferie traditionnelle se réunit ce jour pour échanger sur certains problèmes. Un village qui fut le premier comptoir de la Côte d'Ivoire, bien qu'il ne reste plus aucun vestige de cette époque. Quand un visiteur vient jusqu'à Mafia, on dit, mais tel que nous disons que nous sommes cachés là, où peux-tu passer? Ou bien où es-tu passé pour venir jusqu'à nous? Assini, on a du fan, Mafia, fan. Assini Mafia. Pour passer du village historique à la ville, il faut traverser le pont, l'un des plus avant-gardistes de la ville, et notre incontournable se trouve de l'autre côté. Nous sommes une commune qui attire de plus en plus de monde. Le week-end, nous pouvons dépasser 3000 personnes par week-end. Et il est important que l'activité de la mairie qui consiste à recharger les voies, à ouvrir des voies, à mettre de la terre rouge, puisse être soutenue par un bitumage. Les moyens de la commune ne peuvent pas faire face à la lutte contre l'érosion côtière. En 2018, le président de la République, Alassane Ouattara, vu le développement qui se dessine à Assini, décide de l'ériger en commune de plein exercice et prend un décret dans ce sens. Ainsi, le ministère du Tourisme élabore une stratégie de développement touristique pour le tourisme d'affaires et de loisirs à travers le programme Sublime Côte d'Ivoire. Et depuis, Assini n'a cessé de se développer. C'est devenu le Saint-Tropez de la côte ouest africaine. C'est un lieu de rendez-vous de la jet-set locale, exemple d'un succès économique pour la partie la plus aisée de la population ivoirienne. Ce tourisme de luxe, qui met en lumière des joyaux naturels et culturels, favorise aussi des projets concrets initiés par les Ivoiriens, les champions nationaux. Nous savons qu'Assini n'en demeure pas moins une vitrine plus importante de notre pays et donc il était important que
le gouvernement, à travers moi, se déplace pour voir ce qui a été réalisé et surtout avoir encouragé l'ensemble des opérateurs du secteur qui ont pris l'initiative de suivre l'appel du gouvernement. Avec ses hors-bords de luxe, nous découvrons cet hôtel de prestige et de luxe avec ses 20 villas privées de haut standing. Écrin de verdure perlé par la lagune Abi, dans un cadre paradisiaque, une atmosphère zen et chaleureuse avec ses appartements privatifs, c'est le nec plus ultra pour le tourisme version santé et bien-être ainsi que de loisirs. On est entre 300 et 350 000 en fonction de la période. Mais bon, on essaie de s'adapter aussi quand il y a de grands événements. On essaie de s'adapter un peu au portefeuille du client. L'offre commerciale continue de s'agrandir avec ce groupe hôtelier de luxe, initié par un Ivoirien bien connu de l'élite bourgeoise ivoirienne. Construit sur une superficie de 4 hectares pour un investissement de 5 milliards de francs CFA, cet hôtel compte plusieurs villas de luxe et des résidences secondaires à partir de 100 à 800 000 francs CFA le week-end. On a une bonne rentabilité, voilà, et c'est ce qui encore pousse la direction à plus investir. Station balnéaire, Assigny se trouve entre lagunes, océans et réserves naturelles. C'est l'heure d'aller découvrir l'une des attractions touristiques d'Assigny, les îles Éotilées, la tout charme d'Assigny. Au-delà de ces paysages de mangroves verdoyantes, ce sont des plages de sable blanc qui ont dopé sa réputation auprès des visiteurs. 146 espèces d'oiseaux, plus de 200 variétés de plantes, l'île accueille chaque week-end environ 200 visiteurs. C'est l'ensemble des 6 îles disséminées dans cette lagune qu'on appelle Abi, superficie 425 km². Et c'est l'une des lagunes les plus propres grâce à l'embouchure. On a un système de nettoyage automatique qui se passe au niveau de l'embouchure. Nous sommes sur l'île Méa, superficie 45 hectares. Et la particularité de cette île, c'est la prairie. Voilà, et on l'appelle aussi l'île aux oiseaux. 15 minutes de navigation sur la lagune Abi pour découvrir cet archipel protégé par l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ensemble, elles représentent 550 hectares de terre ferme et 172 hectares de plans d'eau. Assigny, la station balnéaire la plus prisée, avec l'emprise humaine qui augmente d'un côté et d'un autre côté, avec la montée du niveau des océans, le littoral est grignoté. Et comme beaucoup de lieux touristiques dans le monde, Assigny doit trouver aujourd'hui un équilibre pour protéger son environnement. Voilà un site à visiter, donc Assigny, une cité à visiter, un site touristique enchanteur, une vitrine de notre pays à contempler. C'était le dossier Vie d'ici, réalisé pour vous par Patricia Oumou-Etia. Les fidèles musulmans ont entamé depuis hier jeudi le jeûne du mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Et à l'occasion de ce mois de dévotion à Dieu, le guide de la communauté musulmane, Cheikh Ousmane Diakité, exhorte les fidèles à multiplier les prières pour la consolidation de la paix et la générosité, nous disent nous Sangaré Pagassoro Kone de Madoundi. Moment de dévotion à Dieu. Les fidèles musulmans ont entamé depuis ce jeudi 23 mars le jeûne du mois de Ramadan. Une occasion pour Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, d'exhorter les fidèles à la repentance et au recueillement. Il est une période qui nous incite à consolider la fraternité, la paix et la cohésion dans notre pays, à prier pour le bonheur et la prospérité de toutes les populations en général et de notre communauté en particulier. Aussi a-t-il invité imams, prédicateurs, fidèles et opérateurs économiques musulmans à promouvoir les valeurs fondamentales de la religion, la générosité, l'entraide et le partage, ce conformément aux principes et aux recommandations de l'islam. J'invite également les commerçants et distributeurs de produits de grande consommation à observer la modération dans leurs transactions commerciales, particulièrement en matière de fixation des prix des denrées de première nécessité. Ayez la compassion pour plaire à Allah et assurément Allah aura la compassion pour vous le jour des comptes. C'est dans la nuit du mercredi 22 mars que le croissant lunaire a été observé dans les localités de Mans, Biankouman et Vavois. Une observation marquant ainsi le début du jeûne musulman.
Voilà, et ce mois de Ramadan, mois de générosité, mais aussi de dévotion dans les actes d'adoration, ce qui retient beaucoup d'efforts physiques et de détermination pour les musulmans. Alors, comment relever le défi de la dévotion? Élément de réponse avec Mahama Traoré. Jusqu'au dernier jour de Ramadan, Mohamed s'est fixé un objectif majeur, lire en intégralité les 114 chapitres du Saint-Coran. En ce deuxième jour, il dit avancer à un bon rythme. Le Coran est divisé en 30 parties, donc un juz égale à une partie. Ramadan, 129 ou 30 jours, donc on essaie d'aller à un rythme de un juz par jour, Inch'Allah. Mais en fonction de, j'ai envie de dire, de la fatigue. Voilà, parce qu'on sait, on le sait, c'est un mois, quand ça commence, on a assez de force par rapport à la fin. En ce début de Ramadan, la détermination de Mohamed à adorer son Seigneur est partagée par l'ensemble des fidèles musulmans. De jour comme de nuit, ils sont ainsi nombreux à converger vers les mosquées aux heures de prière, telles que recommandées par les guides religieux. Ce fut le cas ce vendredi à la mosquée Al-Mubarak, située à Abobo. Le comité de gestion a dû installer des abribages face à la forte affluence des adorateurs. Ambiance similaire à la mosquée An-Nour de la Riviera 2 pour ce jour de grande prière. Un public de croyants plus nombreux que d'ordinaire, nous confirme l'imam adjoint Mami Doumbia, mais il confirme, sur la base des expériences antérieures, que cette motivation des croyants finit par baisser au fil des jours. Il indique alors quelques solutions à ses co-religionnaires afin de maintenir la flamme de la dévotion spirituelle durant ce mois béni. Un croyant, il ne peut absolument compter sur soi-même. Il faut qu'il demande l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être assidu dans le mois béni du Ramadan, il faut un repenti constant. Car le repenti nous permet de nous débarrasser de nos péchés. Cela nous permet également de bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il faut jeûner le mois de Ramadan comme si c'était ton dernier mois de Ramadan. Mais tous ces éléments que je viens de citer, en tout cas, reposent sur une fondation qui doit être solide, qui est l'intention sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Selon le Saint-Coran, le but ultime assigné au mois de Ramadan est de conduire le croyant à la piété. Et au chapitre politique de ce 20h, le secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahim Cissé Bakoko, était face aux journalistes. Plusieurs points à l'ordre du jour pour cette première conférence du RHDP pour l'année 2023, entre autres la situation sociopolitique du pays et la vie du RHDP, nous rapporte Sidonie Davila. Les signaux sont au vert dans le pays. Pour le RHDP, la Côte d'Ivoire se porte très bien, avec des avancées dans différents secteurs. D'autres points importants qui contribuent au développement du pays et de la démocratie, l'entrée du PPACI à la CEI et la probable alliance entre le FPI et le RHDP. L'entrée du PPACI à la CEI, c'est le signe que nous gérons le pays dans l'intérêt de toutes les Ivoiriens, de tous les Ivoiriens. L'alliance qui s'organise entre le FPI et le RHDP, ce n'est pas un bruit de couloir, c'est une réalité. Mais à partir du moment où nous ne sommes pas encore arrivés au bout du processus qui va donc nous conduire donc à la conclusion de cette alliance, souffrez qu'on ne puisse pas en dire davantage. Les élections locales, le choix des candidats, la restructuration du parti, le fonctionnement et les activités du RHDP ont été élucidés par le secrétaire exécutif. Le RHDP prépare activement ces élections. La question du choix des candidatures de nos cadres, le mode opératoire avec les arbitrages, les observations des militantes et des militants, des cadres et des non-militants du parti sont pour nous, au secrétariat exécutif, au directoire, des préoccupations sur lesquelles nous continuons de travailler. Rassurez-vous, les listes seront publiées assez rapidement. Devoir de souvenir oblige, le RHDP prépare une cérémonie le 11 avril prochain, celle de la libération. Les préparatifs en cours, comme bien d'autres activités, évoquées au cours de cette conférence de presse.
Et loin de la scène politique, les éléphants domptent l'équipe des Comores ce vendredi au stade de la paix de Bouaké. La Côte d'Ivoire, notre pays, s'est imposée 3-1 dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Ivoiriens prennent ainsi la première place du groupe H avec 7 points au compteur. De Côte d'Ivoire ont accompli leur mission dans le stade rénové de Bouaké. Opposés aux Comores pour le compte de la 3e journée, les pachydermes démarrent idéalement la rencontre, incarnée par la frappe de Sébastien Haller, mais le portier comorien est bien sûr ses appuis. Une domination qui se concrétise à la demi-heure avec l'ouverture du score signé Christian Kwame. Un avantage que les pachydermes préservent jusqu'à la pause. Dominateur, les coéquipiers de Serge Aurier ne laissent pas retomber la pression au retour des vestiaires. Marcelin Gradel est tout proche de corser l'addition, mais perd son duel face au portier comorien. Juste après l'heure de jeu, Sébastien Haller, d'une belle tête, porte le score à 2-0. Entré en cours de jeu, Jean-Philippe Crasso s'invite à la fête en inscrivant le 3e but. À 3-0, les poulains de Jean-Luc Gasset se dirigent vers une victoire facile, mais y concèdent, comme à leur habitude, dans les minutes additionnelles, un but. Score final 3-1. Avec ce succès, la Côte d'Ivoire prend les commandes du groupe H avec 7 points. Mardi, les deux équipes se retrouveront aux Comores pour le match retour. Voilà, et bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Fin de ce 20h supervisé par Hervé Blé, Jean-Jacques Kwame. La réalisation a été assurée par Awa Savadogo, Timité Monkbe. Merci à toute l'équipe technique, à la régie. Merci surtout à vous et merci à Aurélia Doukoula, à Paul-Henri. Et on se retrouve très bientôt. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. Prenez soin de vous.